Une patiente de 40 ans, donc jeune, est adressée par son médecin traitant pour une dyspnée. Donc le motif de consultation, elle est actuellement essoufflée au moindre effort et a même quelques difficultés au repos. Elle n'a pas d'antécédents notables. La médecine du travail a mis en évidence il y a quelques semaines des signes élevés de pression artérielle. Elle devait voir un cardiologue, ce qu'elle n'a pas fait. L'examen clinique met en évidence des râles crépitants bilatéraux et symétriques, donc probablement de l'insuffisance cardiaque gauche, une fréquence respiratoire à 20, une polypnée ou une tachypnée, sans cyanose, donc sans signe évident clinique de détresse respiratoire. La saturation en air ambiant est par contre franchement diminuée à 90%, la fréquence cardiaque est rapide à 100 par minute et la pression artérielle est mesurée de façon symétrique à 200 mm de mercure de systolique et 120 mm de mercure de diastolique. Vous réalisez une radio de thorax. Première question, interpréter sa radio de thorax réalisée en urgence. Donc on va d'abord regarder la radio et ensuite revenir par une diapo sur les mots-clés. Donc une radio de thorax de face, difficile d'apprécier la silhouette cardiaque qui semble non augmentée si on en croit ses possibles débords. Par contre, le signe a bien précisé est la présence d'un syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral et symétrique jusqu'au sommet, donc un infiltrat bilatéral et symétrique jusqu'au sommet, avec un bronchogramme aérien, comme on peut voir ici, la présence d'air due aux îles des poumons. Donc une radio d'œdème aigu pulmonaire, de face, on va revoir les mots-clés immédiatement. Donc opacité bilatérale et symétrique, périhilaire, atteignant les sommets, donc vraiment le syndrome alvéolo-interstitiel. Présence d'un bronchogramme aérien dans le syndrome alvéolo-interstitiel obligatoire à préciser, donc une radio d'œdème aigu pulmonaire d'OAP. Quel est votre diagnostic clinique? Donc un œdème aigu pulmonaire OAP, donc ça c'est le diagnostic clinique. Il faut toujours dire s'il y a un facteur déclenchant. Ici il s'agit d'une crise aiguë hypertensive, puisque la systolique est à 200 mm de mercure et la diastolique à 120 mm de mercure. On aurait presque pu parler d'HTA maligne, on va revoir après pourquoi cela n'en est pas une. On peut également parler de poussée hypertensive sévère, c'est la même chose. Donc les arguments cliniques pour l'OAP, la dyspnée de repos, les crépitants. Les arguments radiologiques, le syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral. Et pour la crise aiguë hypertensive, une HTA sévère, ancienne, une diastolique élevée. Question suivante, détaillez votre traitement. Donc il s'agit évidemment d'une urgence thérapeutique, maintenant qu'on a le diagnostic. La patiente doit être hospitalisée en soins intensifs de cardiologie par exemple, et mise en condition. Donc la mise en condition pour un OAP chez un patient en cardiologie ou soins intensifs est toujours la même. Repos strict au lit, évidemment là la patiente ne va pas se lever. En position demi-assise, elle ne tiendra pas de toute façon le décubitus dorsal compte tenu de l'œdème pulmonaire. Limiter d'emblée les apports hydriques et sodés en proposant une restriction hydrosodée. La restriction hydrique, pas plus de 500 cc par 24 heures sans sel. La restriction sodée, 0 g de NaCl dans la perfusion, 0 apport de sel extérieur tant qu'elle est en décompensation cardiaque. Ensuite, la mise en condition, la pose de voies veineuses périphériques, une voire deux voies veineuses périphériques. Les voies centrales sont réservées aux patients ayant de mauvaises voies périphériques ou chez qui on va proposer un support inotrope positif. Avec 20 de tension, ici évidemment ce ne sera pas le cas. On répète qu'on n'apporte pas de sel, par contre il faudra une supplémentation potassique étant donné qu'on va utiliser des diurétiques de Lens chez cette patiente qui vont avoir tendance à faire éliminer par les urines du potassium. On continue la mise en condition avec la mise en place d'un scope. On va surveiller l'électrocardiogramme et la fréquence cardiaque, la pression artérielle de façon très rapprochée, et la saturation en oxygène. Il va falloir également surveiller de très près la diurèse chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Pour ça, dispositif de recueil des urines, éventuellement par une sonde vésicale. On va maintenant, que la patiente est bien mise en condition, traiter son OAP le plus rapidement possible, évidemment. Les trois mots-clés pour l'OAP pour l'internat, c'est oxygène, diurétique, dérivés nitrés. Alors l'oxygénothérapie, on commence par ça, il faut l'adapter à la saturation et à l'état de conscience. Ce qui marche le mieux dans l'OAP, chez les patients n'ayant pas d'antécédent respiratoire, c'est la CPAP ou la CPAP de Boussignac. En cas d'antécédent respiratoire, par exemple de BPCO ou de forme spastique, on préférera la VNI. Si les patients ont des troubles de la conscience, il faudra obligatoirement les intuber pour proposer une ventilation mécanique. Par contre, si les patients n'ont pas de troubles de la conscience et ne supportent pas le masque de ventilation non invasive ou de CPAP, on pourra se contenter de l'oxygénothérapie au masque. Donc comme tout ça est bien compliqué à mettre sur une grille internat, les seuls mots-clés seront pour oxygénothérapie. Deuxième partie du traitement diurétique de Lens. Dans l'OAP, il faut toujours préciser qu'ils sont intraveineux, donc pour avoir une action brève et courte, et qu'ils sont répétés en fonction de la diurèse.
On commence par un bolus de Lazilix en intraveineux, par exemple 60, 40, 80 mg, et on les répétera en fonction de l'évolution. Deuxième partie du traitement, le dérivé nitré. Ici, il y a une double indication au dérivé nitré. La première, c'est l'OAP en lui-même avec pression artérielle supérieure à 100. Si elle était à moins de 100, il faudrait proposer plutôt de la Dobu. Et enfin, il s'agit d'une poussée ou une crise aiguë hypertensive, et un des traitements intraveineux les plus efficaces sont les dérivés nitrés. Donc, par exemple, du Risordan à la seringue électrique, avec une dose qu'on va augmenter ou diminuer en fonction de la réponse tensionnelle. D'autres antihypertenseurs peuvent être utilisés en intraveineux, par exemple un inhibiteur calcique, le Loxène, qu'on pourra associer au dérivé nitré, ou alors un alpha-bloquant, le Présil, qu'on pourra également associer soit au dérivé nitré, soit au dérivé nitré et à la N-cardipine. On n'oublie pas la fameuse rééquilibration hydroélectrolytique. Donc ici, il faudra une supplémentation potassique systématiquement, puisque le patient va être traité par des fortes doses de diurétique de Lens. Question suivante, quelle est la définition de l'HTA maligne? Et en gros, pourquoi ici, il ne s'agit pas d'une HTA maligne? Donc il s'agit de l'association d'une HTA sévère avec une diastolique supérieure à 130 mm de mercure, donc là on y était presque, mais il faut également qu'il y ait une rétinopathie au fond d'œil. Donc on aura, je pense, pour tout dossier d'HTA maligne à l'internat, un fond d'œil associé à interpréter, ce qui est tout à fait possible. Il faut également un retentissement viscéral. Donc ce qu'on voit habituellement, c'est une atteinte rénale, avec une insuffisance rénale aiguë, une atteinte cardiaque avec un OAP, non pas par dysfonction systolique, mais par dysfonction diastolique du ventricule gauche, et enfin une atteinte cérébrale avec une neuropathie hypertensive. Question suivante, quel diagnostic suspectez-vous en cas de souffle lombaire unilatéral droit? Chez cette patiente faisant un OAP sur une poussée hypertensive, n'ayant pas de facteur de risque cardiovasculaire, si on trouve un souffle unilatéral droit, il peut s'agir d'une HTA rénovasculaire, une HTA par sténose unilatérale droite de l'artère rénale, et l'étiologie la plus probable, donc en l'absence de facteur de risque, est la fibrodysplasie. Question suivante, comment confirmer la cause et l'imputabilité en imagerie de cette HTA rénovasculaire? Donc on va commencer par la cause, donc on va essayer de mettre en évidence par des examens d'imagerie la sténose de l'artère rénale. L'examen à demander en première intention est le Doppler artériel rénal bilatéral pour mettre en évidence la sténose. Il permettra également de rechercher certains facteurs pronostiques, comme le pourcentage de sténose, le degré d'accélération du flux. Il va permettre également à visée étiologique de dire s'il s'agit d'une sténose athéromateuse, très peu probable ici, ou une sténose dysplasique, ce qui est plus probable. On va également regarder lors de cette échographie s'il y a une diminution de la taille des reins dans le cadre d'une possible insuffisance rénale secondaire. Autre examen qu'on peut demander pour confirmer uniquement, après avoir fait le Doppler, l'angio-IRM en cas d'insuffisance rénale ou l'angio-TDM artérielle rénale en l'absence d'insuffisance rénale. Donc voilà pour les examens à visée diagnostique. On pourrait également parler de l'artériographie qui sera plutôt un examen à visée préthérapeutique, on en reparlera tout à l'heure. Pour l'imputabilité, deux examens. Le premier, le plus logique, le dosage étagé dans les veines rénales de la rénine. Du côté de la sténose, le taux de rénine sera beaucoup plus élevé que de l'autre côté. Enfin, une scintigraphie rénale peut permettre de voir le fonctionnement d'un rein par rapport à l'autre. Donc le rein avec la sténose va moins fonctionner. On peut faire un test aux IEC et continuer la scintigraphie. Sous IEC, le rein malade va encore diminuer son fonctionnement et augmenter sa synthèse de rénine. Et donc cet examen permet de voir exactement l'atteinte de cette dysplasie. Question suivante, comment traiter la lésion en cas de confirmation? En cas de dysplasie fibromusculaire, le traitement est systématiquement l'angioplastie de l'artère malade. En général, sans stent, donc sans besoin d'association d'antiagrégants par la suite. Pourquoi est-ce qu'on propose l'angioplastie alors que dans les formes athéromateuses, elle est plutôt contre-indiquée? Ici, il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire, il y a très peu de risques d'avoir des plaques d'athérome qui pourraient se décrocher et provoquer des embolies de cholestérol. Donc finalement, il s'agit d'un traitement toujours efficace quasiment et sans risque d'embolie distal de cholestérol. Alors justement, quel aurait été le traitement en cas de forme athéromateuse? On va commencer par le traitement médicamenteux. Donc on va commencer par parler des médicaments. En cas de rétrécissement athéromateux, ici d'une artère rénale, mais ça pourrait être d'une coronaire, d'une carotide, peu importe, les médicaments à prescrire sont toujours les mêmes. Toujours les antiagrégants plaquettaires, soit l'aspirine, l'aspégique, soit le clopidogrel, le Plavix en traitement de fond à vie. Une statine systématique avec comme objectif un LDL cholestérol en prévention secondaire à moins de 1 g par litre. Les IEC doivent être prescrits de façon systématique. Ils sont contre-indiqués en cas de sténose bilatérale serrée. Ils risqueraient de provoquer une insuffisance rénale anurique. En cas de sténose unilatérale chez un patient ayant ces deux reins, ils sont au contraire indiqués.
Si l'hypertension n'est pas suffisamment contrôlée par les IEC, on associe à d'autres antihypertenseurs en essayant d'éviter les néphrotoxiques. Et on va rechercher et prendre en charge tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Enfin, au niveau local, pas de traitement médical sur la sténose. Le seul traitement qu'on pourrait proposer serait une revascularisation. On va voir après les indications précises de revascularisation dans ce cas. Justement, quelles sont les indications à l'angioplastie en cas de sténose serrée artérielle rénale athéromateuse? Donc les indications sont rares. Une seule est à retenir encore aujourd'hui, c'est les patients ayant fait des OAP flash. OAP flash, ça veut dire poussée aiguë hypertensive, rapidement symptomatique avec de l'insuffisance cardiaque gauche, dû à un trouble de la fonction diastolique du VG. Pour éviter la récidive d'OAP, on propose une dilatation des artères rénales, sauf en cas de plaques de cholestérol visibles lors des examens. Ça se discute également en cas d'HTA très mal contrôlé malgré une plurithérapie. En cas de sténose sur un rein unique fonctionnel pour essayer d'éviter l'insuffisance rénale anurique, et également en cas d'insuffisance rénale rapidement progressive pour éviter de limiter la progression de cette insuffisance rénale. Dans tous les autres cas, le rapport bénéfice-risque est plutôt en faveur du risque de l'angioplastie. Chez les patients ayant des facteurs de risque, on risque les embolies distales de cholestérol qui peuvent elles-mêmes générer de l'insuffisance rénale terminale, ainsi que des ischémies. Quelques examens d'imagerie pour illustrer ce dossier. Ici, on a une artériographie de l'aorte abdominale et des artères rénales. Donc on voit ici l'aorte abdominale, ici les deux reins qui sont vascularisés par des artères rénales. On peut voir de façon bilatérale et quasiment symétrique des sténoses serrées, ici une sténose ulcérée en coup d'ongle de l'artère rénale droite. Donc chez un patient ici athéromateux, on peut voir ici des plaques d'athérome. Le traitement sera plutôt un traitement médicamenteux de première intention. On a ici une reconstruction en 3 dimensions d'un angio-TDM de l'artère rénale, où on retrouve également des sténoses ostiales serrées des deux artères rénales. En conclusion, donc un dossier d'hypertension artérielle sévère révélé par un OAP et révélant lui-même comme cause une sténose de l'artère rénale. Il faut bien retenir les deux causes, athéromateuse chez les patients ayant des facteurs de risque, traitement médicamenteux et exceptionnellement l'angioplastie, avec comme complication redoutée l'embolie de cholestérol, et l'échose fibrodysplasique, dont le traitement est par contre toujours l'angioplastie, et l'absence de nécessité de prise en charge d'éventuels facteurs de risque, sauf si bien sûr ils étaient présents. Les items abordés, l'item 128, athérome, épidémiologie, physiopathologie, l'item 129, facteurs de risque cardiovasculaire et prévention, et l'item 130, hypertension artérielle.